Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Changement de ton chez Hydro-Québec, mon cher Francis, alors qu'on fait des annonces qui risquent de déplaire à la population générale. On va augmenter certains tarifs. Oui, en fait, comme à chaque année, les tarifs d'hydroélectricité vont augmenter. Là, on se maintient dans le haut de la fourchette, on va dire. Tu te rappelleras là, qu'on avait promis là, du côté de la CAQ de plafonner les augmentations à 3%. Eh bien, sans grande surprise, les augmentations seront de 3%. C'est pour la clientèle résidentielle, là, donc vous et moi. Par contre, pour les clients entreprises et grandes entreprises, là, les augmentations sont un petit peu plus importantes. Là, on parle, je pense, de 3,9% et 3,4% de mémoire. Donc, c'est dans cette direction-là que ça va. Puis je te ferai un petit pari, Alex, que ça va se maintenir là, dans cette fourchette-là du 3% pour les plusieurs années encore, probablement. Ouais, c'est pas la dernière fois qu'on voit des augmentations comme celle-là, quoique ça plaît jamais, hein, à personne, ça, Francis. C'est toujours impopulaire des annonces de ce genre-là, mais tu sais, je veux dire, si on plafonne un prix comme celui-là, une augmentation, c'était sûr qu'on allait aller au maximum possible là, du côté d'Hydro-Québec. Il faut pas se surprendre de ça, non? Non, effectivement. Puis il faut dire qu'on est certainement parmi ceux qui payent leur électricité le moins cher au monde. Là. Donc, c'est un incitatif au gaspillage. Ça incite pas vraiment à faire des investissements en infrastructures éco-énergétiques. Donc, la grande majorité des économistes et des spécialistes du marché de l'énergie là, disent que, en fait, ce qu'on fait, c'est une forme de dumping. Hein. On produit énormément d'énergie au Québec, de l'énergie renouvelable, puis on la jette par les fenêtres, malheureusement. Fait que d'avoir un prix qui est un petit peu plus conforme à sa valeur, ça peut donner à certains ménages l'idée là, de changer les équipements, que ce soit des thermopompes, les fenêtres là, et tout ça. Autre nouvelle qui m'a beaucoup intéressé, et en même temps, je trouve ça un peu malhabile de la part d'Hydro-Québec. Ils annoncent qu'ils vont commencer là, à soutenir plus largement ce qu'on appelle l'autoproduction, Alex, c'est-à-dire la capacité des ménages, des particuliers et des entreprises, évidemment aussi, là, mais à produire l'énergie, une partie de l'énergie dont ils ont besoin. Je suis moi-même très enthousiaste à cette idée-là. Alex, j'avais même fait faire un devis pour installer des panneaux solaires sur ma maison. C'est cher. Il existe des programmes, là. Il existait des programmes de subvention. Ceux-ci sont arrivés à leur terme. Il y a un programme fédéral de prêts sans intérêt qui est possible d'obtenir. Mais là, ce qu'Hydro-Québec dit, c'est qu'ils vont se lancer là-dedans, eux aussi, offrir une subvention à l'installation de panneaux solaires. Là où le bas blesse, Alex, c'est qu'ils annoncent que ça va être facilité à partir de 2026. Et là, suis-moi un instant, il y a quelques mois, j'ai fait faire un devis pour installer des panneaux sur ma maison. Un jour, cette maison-là, je vais sûrement la revendre, tu comprends? Je veux rentrer dans mon argent, tu comprends? Est-ce que tu penses que je vais mettre des panneaux solaires là, dans le prochain mois ou je vais attendre 2026? Tu sais, fait qu'ultimement, c'est un peu paradoxal d'annoncer des problèmes comme ça dans une longue échéance. Tu vas essentiellement tuer le marché de court terme parce que tout le monde, comme moi, va se dire je vais attendre que la subvention soit en effet. Je trouve ça bien étrange d'annoncer un programme comme celui-là près de 2 ans d'avance. Mais bon, il doit y avoir une logique là, que je n'ai pas compris derrière. Tu voulais aussi nous parler de Lightspeed, hein? C'est une entreprise que tu suis tout particulièrement là, depuis un petit bout, puis il y a le fondateur qui était revenu là, prendre possession de l'entreprise. On a eu des résultats. Ouais, en fait, il est revenu là, en février, là, après qu'il y ait eu de mauvais résultats là, sous la gouverne de son successeur, donc Dax Da Silva, qui a fondé Lightspeed, qui détient encore une part importante des actions. Là, j'ai pas réussi à trouver le pourcentage exactement, mais bref, c'était son premier trimestre complet, hein, parce qu'en février, on était à peu près à la moitié du trimestre là, lorsqu'il est revenu. Écoute, les nouvelles sont pas mauvaises. Là. Il y a une augmentation assez importante des ventes. Là. On parle d'une augmentation de 27%. L'entreprise a fait plus de 250 millions de dollars là, dans ce deuxième trimestre qui vient de se terminer. Mais l'entreprise continue à perdre aussi beaucoup de sous. L'an dernier, à pareille date, au deuxième trimestre, ils avaient perdu 49 millions de dollars. Là, ils perdent 35 millions de dollars. Tu diras, ça va dans la bonne direction, mais ça reste pas du petit argent quand même. Faut rappeler évidemment là, que la CDPQ est actionnaire là, de cette entreprise-là. Donc, on a un intérêt aussi très direct comme épargnant au Québec à ce que ça se passe bien.
En même temps, certains diront de février à juin, est-ce qu'un PDG qui revient en poste a le temps de complètement changer la donne? Probablement pas. Des bateaux comme ça qui font dans les milliards de dollars, ça change lentement. Mais comme je le dis, ça va dans la bonne direction. Donc, c'est quelque chose, comme tu dis, qu'on va suivre là, de trimestre en trimestre là, en espérant que ça se termine bien. Puis c'est aussi un peu en bon français, un darling québécois. On pourrait quasiment dire un fleuron, là, même si l'entreprise est plutôt perçue comme anglophone et très internationalisée. Ça reste une entreprise dont le siège social est ici. C'est un leader technologique dans le domaine des paiements. Donc, go Lightspeed. Oui, go Lightspeed. On n'a pas, même si le nom est anglophone, on peut l'encourager quand même là, sans gêne. Parlant des trucs que tu suis de manière assidue, Francis. Je sais que dans toutes les mesures proposées par Chrystia Freeland, la ministre des Finances du Canada dans les dernières années, il y en a une qui a suscité pas mal ton attention puis parfois même ton incompréhension, c'est la taxe du hausse des gains en capital. Hein? Et là, ça, quand ça a été haussé, on a promis que ça générerait des milliards de dollars pour le Trésor canadien. Finalement, c'est un peu moins que prévu qu'on va récolter. Ouais, ben c'est encore des milliards de dollars là, que Chrystia Freeland va venir prendre dans les poches là, des épargnants et des entrepreneurs et des investisseurs. Mais comme tu le dis, là, le directeur parlementaire du budget a fait l'analyse détaillée là, de comment ça allait se dérouler selon toute vraisemblance. Et il en arrive à la conclusion dans un rapport publié jeudi que c'est près de 2 milliards de moins que prévu. Là. Donc, c'est quand même une somme importante là, par rapport à ce qui avait été avancé par Mme Freeland, qui clairement avait pas fait ses devoirs là, avant d'annoncer cette mesure-là, ni en matière de revenus, ni en matière d'impact que ça aurait là, sur l'entrepreneuriat. Donc, plusieurs, évidemment, voix là, s'étaient élevées là, contre cette mesure-là, dont la mienne, comme tu le rappelais à juste titre. Certains là, des économistes ont dit que c'était même une mesure cynique qui misait là, sur, évidemment, là, capturer de l'argent auprès de toutes sortes de gens, dont beaucoup de ménages de la classe moyenne, détenteurs de propriétés locatives qui avaient potentiellement économiser toute leur vie dans une propriété et qui allaient se voir là, presque voler là, des dizaines de milliers de dollars additionnels à la revente. Donc, c'est quand même un peu... C'est pas surprenant, mais ça confirme les doutes qu'on avait que Mme Freeland, elle a fait un peu ça sur le coin d'une table, tu sais, comme sur une napkin, puis qu'évidemment, avec des milliards de dollars d'impact sur plein de gens au Québec, au Canada. Et donc, c'est la conséquence logique là, de voir que ce travail-là avait mal été pensé en amont. Et c'est pas un think tank qui le dit, c'est le directeur parlementaire du budget. Donc, tu sais, ça a quand même une certaine valeur de rigueur, Alex. Ben oui, ça a plus qu'une certaine valeur de rigueur, même. C'est le gars, la personne qui est supposée vérifier les promesses, les programmes électoraux, les budgets, tout ce que c'est supposé rapporter, tout ce que c'est supposé coûter. Quand cette personne-là, indépendante, vient dire « Ouais, vous étiez trompé dans vos calculs », c'est bien une personne qu'on veut pas qu'il se trompe dans ses calculs. Règle générale, c'est bien la personne en charge de l'économie d'un pays. Mais bon, hein, qui suis-je pour chialer? Je suis pourri en mathématiques. Francis, un gros merci, mon cher. Je t'en prie, à bientôt.